Bonjour, Sandrine Cortès. J'ai fondé Lab2Biotech, une société qui accompagne les chercheurs, inventeurs à amener leurs découvertes jusqu'en clinique par la création de start-up biotech, donc sur la stratégie d'entreprise et puis sur le design du préclinique. Et alors Denis est pas là, alors pourtant j'ai mis le dress code. L'an dernier, on échangeait par rapport à un projet d'IA dans lequel j'étais impliquée pour prédire les cibles d'intérêt et les synergies possibles pour repositionner des médicaments synergiques en oncologie, et notamment il y avait des modèles d'oncologie pédiatrique. Et en parlant, il me dit, il faut absolument que tu rencontres Papa Lyon de Marseille. Et comme il sait très bien faire quand il a une vision et qu'il veut que ça marche, il nous a mis en contact et ça a été une découverte incroyable avec Laurent, donc je laisse se présenter. Alors, je m'appelle Laurent. Je m'appelle Laurent Jean, donc je suis consultant SEO. En fait, euh, je fais partie d'une association donc qui s'appelle la FEPSEM, qui aujourd'hui faisait une conférence où j'aurais dû participer pour pouvoir donc savoir comment influencer Google et comment fonctionnent les algorithmes. Euh, je forme en fait à l'utilisation de l'IA et tout ce que vous avez comme fausses informations qui peuvent sortir dans des news euh, sont probablement en fait des gens qui ont utilisé l'IA et parce que je fais partie des premiers à l'avoir utilisé. J'accompagne aussi en fait les entreprises donc à créer en fait à prototyper des assistants IA et et en fait, je suis ici parce que j'ai mon enfant William, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui a été atteint d'un cancer rare, qui est l'ostéosarcome. Alors, il est quand même là derrière moi. On a décidé de vous faire ce format un petit peu en interview pour rendre peut-être cet aller-retour entre notre compréhension scientifique et l'IA digeste. Et donc, Laurent, tu voulais nous raconter un petit peu plus sur ton histoire qui t'a amené là. Avant ça, en fait, j'avais participé avec un ami un des 10 meilleurs référenceurs en France, qui participait au Téléthon et qui m'a dit, tiens, en fait, on est en train de faire un site sur l'accompagnement en fait des parents qui ont des enfants qui ont des maladies rares et du coup, ils s'en sortaient pas en fait parce qu'ils avaient récupéré avec l'IA des contenus sur la gériatrie. Et moi, je lui ai dit, bah, tiens, en fait. Il vient de sortir, je crois que c'était la veille, la possibilité dans ChatGPT de pouvoir créer des assistants. Et du coup, en fait, j'ai créé un assistant. Donc là, déjà, en tant que référenceur, tu t'intéresses à comment faire un assistant pour les enfants. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit aussi que souvent, en fait, donc, on a des informations pour accompagner donc, ceux qui, les, les, les professionnels, les parents, etc. Mais l'enfant aussi va poser des questions. Et du coup, je suis parti sur comment en fait faire un parcours qui lui est personnalisé pour que ce soit pas anxiogène. Et par contre, d'avoir vraiment à chaque fois des informations qui sont vraiment précises. C'est-à-dire que là, en fait, je suis pas parti sur je demande juste à l'IA de répondre. Je suis allé récupérer les documents officiels en fait du Téléthon pour savoir quelle maladie en fait il traitait, quelles pouvaient être les aides. Voilà, vraiment, en fait, et ça, vous pouvez le tester. L'assistant s'appelle Grandir avec une maladie rare. Vous le trouverez facilement sur Google. Et ça, tu m'as expliqué, en fait, ça permet de vraiment sourcer des informations fiables pour pas avoir une réponse ChatGPT qui va piocher n'importe quoi, mais vraiment les informations de référence. Exactement. Bon, et ensuite, tu veux bien nous partager quelque chose un peu plus personnel qui t'amène ici? Je vais vous passer un petit clip. Je vais vous mettre juste au début parce que ça dure un petit peu. Pour vous conter en fait l'histoire de mon fils William. Peut-être baisser le son. Alors en fait, on était parti en vacances et en revenant, en fait, on s'est aperçu qu'il avait un problème à la jambe. Euh, Comme il faisait du karaté, on pensait qu'il s'était cassé la jambe. Et en fait, on va à l'hôpital. Et bon, je pensais qu'il avait juste la jambe cassée. Et on nous explique que, en fait, euh, euh, que mon enfant, en fait, il a un cancer rare. Et ça, en fait, du coup, on comprend pas du tout.
On nous explique ce que c'est que l'ostéosarcome, mais là, on est tellement en fait bouffé par l'annonce en fait qu'on n'entend plus tout ce qui se dit après en fait. Et donc là, en tant que papa lion, tu dis c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Tu m'as très bien expliqué, tu peux peut-être détailler un peu ce choc du manque d'information, de l'information fausse sur Internet. Oui, bah, d'abord en fait, du coup, on a commencé à chercher des informations parce que comme on comprenait rien, bah, du coup, on va sur Internet et puis on trouve des infos. Sur les infos, moi, comme je fais du SEO, le premier aspirateur que vous allez trouver sur Google, c'est pas le meilleur. Ça sera celui d'un client qui aura commandé pour que ce soit le meilleur. On a eu aussi donc pendant en fait l'hospitalisation en fait des situations sur lesquelles on s'est dit tiens bah, peut-être que l'IA, si je pose la question en fait il répondrait mieux que en fait d'attendre pendant 1 heure et demie. Ça nous était arrivé parce qu'en fait William devait avoir un masque pour injecter, enfin, pour pouvoir respirer un produit. Et en fait, c'était saturé, je crois que c'était même un dimanche. L'infirmière ne savait pas, enfin, l'aide-soignante ne savait pas utiliser l'outil. Du coup, je prends le téléphone, je prends 2 photos en fait du masque et d'où est-ce que ça devait se faire, et je sors le mode d'emploi. Donc, sur une petite opération comme ça qui aurait pris du temps parce que en fait, elle a peut-être besoin de faire des soins qui sont un peu plus importants chez d'autres. Ben en fait, j'ai pu gagner en fait du temps. Voilà, et ça c'est tout toi, tu baignes dans l'IA, tu sais tout faire avec l'IA, vous avez vu le clip d'entrée, même là tout à l'heure, la chanson c'est fait par IA, et tu es face à cet inconnu, tu dis je vais regarder tout ce qui existe, tous les besoins, tu commences à recenser. Oui, avant ça, en fait, William est tombé en fait sur un forum Facebook sur lequel en fait on voyait beaucoup en fait d'enfants qui se faisaient amputer et des et ou qui mouraient. Et en fait, bah, du coup, on s'est dit parce que nous, comme on est soigné, enfin, il était suivi à la Timone très bien, vraiment en fait. On s'est dit, mais pourquoi en fait ils amputent et tout ça, alors qu'en fait en France on fait pas ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir bah, communiquer en fait ce savoir que vous avez ici, qui est très bon. Et du coup, bah, j'ai commencé en fait à cartographier tout ce que je pouvais avoir comme connaissance. Donc quels sont les besoins qu'il pourrait y avoir à l'hôpital. Donc par exemple, enfin, pour une maladie, c'est tout ce que vous avez en bas. Et après, à côté, c'est toutes les choses sur lesquelles je me dis j'ai une idée et je ne sais pas où la classer et qu'à un moment donné, ça peut servir à quelque chose. Du coup, en fait, je me suis penché de qu'est-ce que pouvait faire l'IA. Donc, c'est ce que vient de dire Sandrine. Bon, on peut faire de la vidéo, on peut faire de la musique. Du coup, en fait, j'ai créé un groupe qui s'appelle Forgotten. Je vous en parlerai plus tard. Mais il y a aussi donc pas mal de choses sur lesquelles on peut appliquer en fait à la médecine. Du coup, je me suis posé la question. Donc, quelles sont les IA qui pourrait être utile, en tout cas pour des chercheurs, pour que ça avance plus vite. Du coup, j'ai commencé en fait à les lister. Et il y a pas mal en fait d'outils que je me suis dit, bah, en fait, moi, je comprends pas en fait à quoi ça sert, mais par contre, de pouvoir communiquer dessus, ça me permettrait en fait que les chercheurs puissent en fait les utiliser, mais surtout si vous vous rappelez au début, c'était mon incompréhension par rapport à certaines choses, mots techniques. Par contre, lorsqu'on commence à chercher des mots que les gens connaissent, eux peuvent en parler en fait à leur médecin. Et donc, une des premières choses que tu as voulu mettre en place, c'était d'aider les chercheurs à communiquer, à faire connaître la science et puis aussi donner accès à ces enfants partout dans le monde à des informations sur le progrès de la médecine. Oui, et ben, en fait, du coup, j'ai commencé à m'intéresser du coup, à l'ostéosarcome et j'ai commencé à cogiter, à me dire, mais comment en fait je peux communiquer pour que ça puisse être plus simple. Du coup,
j'ai commencé à faire un podcast qui s'appelle Magic Brain, donc sur Spotify, sur lequel en fait tout le début en fait je prends un document par exemple scientifique, je l'ai pris pour le euh, je- euh, pour le ostéosarcome sur lequel je suis allé récupérer en fait les infos. Au début en fait ça va expliquer plus facile, enfin, plus simplement pour les gens en fait qui cherchent, parce que nous on tape ostéosarcome, en fait on va aller voir où est-ce qu'il y a l'information. Donc au début ça vulgarise la maladie, et puis après en fait ça rentre un petit peu plus dans le technique pour les chercheurs, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Et sur chaque épisode, en fait, vous avez les liens vers le document scientifique. Et si en fait il y a un outil derrière qui peut être utilisé, ben en fait le lien vers l'outil. Bon, alors je te cache pas qu'au début j'étais un peu sceptique, j'ai fait pas mal de vulgarisation, je me suis dit oulala, l'IA va nous faire des raccourcis, des hallucinations, et en fait t'as un savoir-faire sur aller vraiment référencer les bonnes sources qui fait que les résumés, j'ai pas trouvé d'erreur sur tous ceux que j'ai checkés. Et là tu t'es dit bon, faut pouvoir l'automatiser, que ça puisse aller dans toutes les langues, et pour ça tu as trouvé une solution qui est émergée il y a quoi, 6 mois? Oui, c'est ça. D'ailleurs, par rapport à ce qui c'est la présentation d'avant, où on parlait de coder en fait spécifiquement pour des besoins en fait qui sont identifiés. Il y a une technique qui est sortie qui s'appelle le vibe coding. C'est pareil que lorsque en fait vous posez la question à ChatGPT, il peut sortir en fait une application. Et j'ai participé en fait à un hackathon. Et le premier truc que j'ai fait, donc par rapport à mon podcast, et je me suis dit, tiens, en fait, ça serait bien si en fait les chercheurs pouvaient eux-mêmes mettre leurs documents scientifiques et de sortir cet audio que je vais pouvoir mettre sur le site. Donc là, tu as une nouvelle techno qui sort qui permet par IA d'interconnecter des solutions entre elles pour que de façon tout à fait autonome, elle fasse ce que tu lui demandes, comme par exemple un podcast haut débit. Tu le mets en place pour que n'importe quel chercheur puisse envoyer son papier et que ça fasse un podcast. Et c'est disponible sur Spotify. Oui, c'est sur Spotify. Donc, du coup, en fait, avec mon application de vibe coding, j'ai prototypé en fait le site MediBrain. Il me manque des sous en fait pour pouvoir faire en sorte que ce soit fonctionnel. Mais derrière, j'ai juste à lui dire quelle IA je vais utiliser pour que ce soit fonctionnel. C'est presque prêt, on va dire. Et donc, tu es capable de faire beaucoup de choses avec le vibe coding. Un autre exemple, un site web en quoi, 5 minutes? Ouais, c'est ça. Donc, je suis désolé, Nicolas André, parce que en fait, je ne l'ai pas consulté du tout. Je me suis dit, tiens, en fait, en tant que référenceur, lorsque je tape Bependax, ben, je trouve pas en fait d'informations. Donc, j'en parle à Denis et je lui dis, bah, tiens, en fait, je vais te faire un site. Donc, donne-moi les documentations que tu as, donc qui sont validées et tout ça, et en fait, on va faire un site. Et là, du coup, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire le site. Et en plus, peut-être que ça peut toucher d'autres patients en fait, qui sont dans d'autres pays. Ben, je vais le faire en multilingue. Et ça, en fait, en 1 heure, j'ai prototypé le site. On a la designeuse du site Flavia officiel. Et du coup, non, mais c'est ça qui est bien, c'est de dire, en fait, ça n'empêche pas que on ait pu avoir sur le site officiel l'information comme vous le faites d'habitude, mais qui est noyée dans plusieurs autres informations. Alors que là, je fais un site Mependax, lorsque vous cherchez Mependax, vous tombez dessus, et après, en fait, je peux renvoyer sur des sites officiels ou sur des ressources qui seront un peu plus précises. Mais ça, voilà, ça c'est le genre de choses que je peux faire hyper rapidement. Et ça, je me dis, on peut le déployer sur. Pardon. Donc, non, c'est super. Hein. Bien sûr, je suis allé voir dès que j'ai su qu'il existait. Le problème, c'est que là, il y a plein d'erreurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on le corrige vite Complètement. et qu'il soit pas accessible avec les erreurs. Même si c'est un peu frustrant, il vaut mieux que les gens ils aient rien vu plutôt que voir des trucs qui sont pas ce qui va être après. Mais moi, à disposition pour qu'on. Enfin, j'ai déjà regardé, j'avais envoyé un petit mail. On va le faire juste après, et dans les 5 minutes.
il sera bon. Et dans anglais, français. Non, mais merci beaucoup, c'est super, c'est super. Il est très joli. Alors, il y a... Je vous laisse... Bon, on en revient à cette discussion qu'on a toujours eue de la nécessité de valider derrière, de la différence entre le temps que fait gagner l'IA, sans aller forcément être un diagnostic ou une solution finie. Il y a toujours la validation scientifique derrière. Et là, par exemple, tu as donné un exemple pour comment toi, tu peux gagner du temps sur tes examens médicaux pour comprendre ce qui se passe en tant que parent, pour ensuite aller voir ton médecin. Oui, donc en fait, j'ai ma chirurgienne qui s'appelle Émilie Pelletier à la PHM qui est enceinte et qui, du coup, a beaucoup moins de temps. En fait, je suis allé donc faire une radio donc pour William parce que donc l'ostéosarcome, il a eu une opération de la jambe et je vais récupérer en fait le rapport de la radio. Et sur le rapport de la radio, il y a marqué il y a des plaques et des vis. Et là, je me dis mais en fait, parce que je vais sur... enfin, la radio a été faite à un autre endroit que la PHM. Et je me dis, mais en fait, l'interprétation en fait, n'est pas efficace parce qu'en fait, il n'y a pas l'historique de ce qui s'est passé. On ne sait pas que William il a eu un cancer. Et surtout, en fait, on ne sait pas quels sont les points à aller chercher en fait, sur cette radio. Du coup, je fais une petite application qui me dit en fait les choses les questions en réalité que je m'étais posées et que ma femme m'a dit tiens, ben en fait, normalement, lorsque on fait ce type de radio, voilà les points qu'on doit chercher. Je me suis ramené donc avec ça pour aller voir ma chirurgienne et puis elle a pu valider tous les points qui étaient marqués. Parce que en fait, c'est juste de pouvoir remonter les points et de valider si en fait il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Mais Et donc là, on avait grande discussion. Je te disais, je ne sais pas si c'est vraiment bien que l'IA donne une interprétation à un patient sans qu'il soit avec son médecin. Et en fait, l'intérêt, c'était qu'il puisse, parmi les milliards de questions qu'il aimerait poser et les choses qu'il n'ose pas dire, on en parlait tout à l'heure, qu'il fait pas remonter, qu'est-ce qui, dans ses symptômes, dans son vécu, va être vraiment important de signaler à son médecin? c'est ça, donc en fait il y a un papier scientifique qui a été fait il n'y a pas très longtemps chez la PHM où il parlait en fait de la problématique de remonter en fait les phénotypes et du coup en fait il passait à côté de diagnostics juste parce qu'en fait ils n'ont pas pu bien décrire en fait quels étaient les symptômes. Là je suis parti sur mon cas. Donc dans l'IA, je lui dis j'ai un enfant qui rentre du karaté, il se roule par terre, ça fait une semaine, il n'y a pas d'amélioration. Je lui donne du Doliprane et il n'y a pas d'effet. Et je lui dis qu'il y a une grosse boule qui est inquiétante au tibia et que on a fait une IRM et on a entendu le mot MAP pendant le rendez-vous. En fait, je ne sais pas du tout ce que c'est que MAP, d'accord? Et du coup, j'ai fait une petite application, vous pouvez y accéder. Et le principal, en fait, chose que sait faire, en fait, les IA, c'est de détecter des entités nommées. Et là, en fait, donc, à partir de juste ma description, ben, j'ai pu sortir quelles étaient, en fait, les régions, en fait, de l'anatomie, de pouvoir dire, en fait, que vous avez une classification pour les membres, mais vous avez la même chose pour les cancers, pour dire de les nomenclaturer. Je vois en fait les mêmes médicaments qui sont pris et si vous imaginez que je puisse avoir accès à quels sont les médicaments qu'il prend déjà, je peux dire quelles sont les contre-indications de certains médicaments qu'il ne peut pas prendre. Et ça en fait, juste en analysant, juste en donnant moi en fait les symptômes avec mon langage à moi. Ça, je peux le faire dans n'importe quelle langue. Là, je le fais en français, mais parfois, en fait, et je l'ai vécu en fait à l'accueil de la PHM. Vous avez une personne qui est étrangère, et du coup, en fait, ils ont du mal à comprendre. Tout le monde est bloqué, tout le monde rentre les rendez-vous. Alors que juste avec ça, ils peuvent, on peut activer la voix pour qu'ils décrivent dans leur langue. Et vous avez en fait un rapport qui est fait avec votre langage à vous.
Voilà, et donc là pour conclure, c'est comment t'es passé d'une histoire personnelle à ton expertise de référenceur et puis de vibe coding, donc de code par IA, d'outils entre eux à mettre en place de solutions pour la communauté scientifique, de communication grand public, les podcasts, et éventuellement de solutions plus personnalisées à développer avec les cliniciens. Et donc on attend vos questions, si vous voulez demander à Laurent. Vu que ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu voulais parler d'IA. Non, je trouve ça super. Félicitations. Merci pour toutes ces explications. Aujourd'hui, en fait, on en parlait un peu avec, avec le professeur Baruchel juste avant. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est en fait, on voit pulluler en fait pulluler, c'est péjoratif, j'aime pas ce mot. On voit proliférer, se multiplier. Se proliférer aussi, c'est pas bien. On voit se multiplier de beaucoup de solutions d'IA et en fait, je trouve en fait, on n'a aucune solution pour savoir si l'IA, en gros, donne des informations qui sont correctes ou pas correctes, étant donné que voilà, on n'a pas accès au code, on ne sait pas de toute façon interpréter le code. Non. Et voilà. Quand est né Internet, on a eu en fait un peu la même situation. Il y a un label qui a fait flop, qui était ce label qui s'appelait HON, qui était HealthOnNet, qui était là en fait pour essayer de qualifier en fait de correct et de fiable les données de santé qui étaient disponibles sur Internet. Parce que, comme vous l'avez dit, la première chose que vous avez fait, c'est que vous êtes allé taper sur Internet. Voilà. Est-ce que, à votre connaissance, il y a peut-être alors des outils d'IA qui sont en capacité en fait d'aller dire ces outils d'IA en fait sont en effet HealthOnNet, c'est-à-dire fiables? En fait, la problématique déjà, si je vous explique, même pour l'histoire en fait du cloud souverain que veut faire la France, avec des IA qui sont souveraines, en fait, si vous utilisez, je parle de Mistral, si vous lui posez la question, raconte-moi une blague, il va vous dire exactement la même chose que tous les autres LLM parce qu'ils ont tous été, ils sont tous partis de la même base. Après, en fait, il y a ce qu'on appelle le reinforcement learning par retour en fait par retour en fait, c'est-à-dire que c'est comme ça en fait qu'ont été entraînés en fait pour que les IA deviennent disent de moins en moins de bêtises. C'est qu'au fur et à mesure en fait, et moi en fait je fais partie des premiers utilisateurs de Jasper. Ça a été la première IA qui est devenue une licorne, et c'était la première entreprise avec laquelle OpenAI avait un partenariat. Chaque fois qu'on avait une réponse qui nous était donnée, on devait noter de savoir si c'était bien ou pas bien. Et le principe d'entraînement aujourd'hui, il fonctionne comme ça. Après, de savoir si pour des données médicales, en fait, c'est bien entraîné. Justement, en fait, ils ont fait en tout cas, moi, dans ce que je présente dans le podcast Medic Brain, c'est que des choses qui sont utilisées par des laboratoires. Je suis en fait un professeur qui s'appelle le professeur Deria Utunmaz, je crois, qui a été un des découvreurs en fait du VIH, et il fait partie des 10 professeurs auxquels tous les fabricants d'IA donnent en test avant que ça sorte. Et pour revenir en fait par rapport à mon expérience, du coup, donc je suis suivi par le docteur Gabriel Grévon-Rivière, et en fait je vois qu'il fait une présentation. En fait, je récupère juste la slide de sa présentation, et je pose la question en fait à ce professeur de savoir qu'est-ce que l'IA peut dire sur ce sujet. C'était par rapport au quartier. Et du coup, en fait, il ne me répond pas. Et une semaine après, il sort un papier scientifique qui est exactement le même sujet fait avec l'IA.
Donc du coup, là, je me suis dit, ok, là, tout ce qu'on voit avec ChatGPT, les trucs, est-ce qu'ils peuvent prendre la taille de 9 de poule, c'est aussi grand que 9 de 9 de cheval. Là, dans les médias, on en est encore là. Alors que moi, ce que je vous montre, on est déjà à un niveau vraiment supérieur. Et pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez tester, donc là, OpenAI, ils ont sorti en fait des questions, en fait, des prompts qui ont été faits par les plus grands chercheurs. Et moi, ça, je vous dis, c'est juste le bac à sable. Je vous ai mis quand même en fait un site donc, que j'ai fabriqué, sur lequel vous allez pouvoir prendre les prompts et pouvoir les tester. Par contre, vous allez avoir, enfin, vous avez déjà en fait des cas sur lesquels vous avez besoin de développer des applications. C'est ce qu'a montré tout à l'heure Clément. Et aujourd'hui, on peut, donc avec le vibe coding, faire des prototypages rapides. Et moi, j'ai rien à vous vendre. Moi, en fait, je veux juste que mon fils, donc du coup, il est en rémission, et je veux pas qu'il attrape un cancer, et que lorsqu'il l'attrape, on lui dise qu'il n'a pas de solution. Là, moi, en fait, j'ai besoin que vous accélériez vite. Donc, s'il faut, je vous forme. En tout cas, pour avoir le BABA, pour que l'IA ne soit pas utilisée de manière juste, je mets un prompt, j'appuie sur le bouton et en fait, je sors je copie ce qui sort. Non, je vais vous expliquer de comment en fait l'IA hallucine, comment contourner cette hallucination et de comment en fait mieux l'orienter par rapport à vos besoins. Et ce qui était très intéressant avec le vibe coding, c'est que tu pouvais prendre des IA vraiment validées seulement pour certains usages et les mettre ensemble pour qu'on puisse répondre à notre question, nous, de chercheurs très personnalisés, qui n'a pas une solution IA clé en main pour ça. Ou si on la faisait avec un outil généraliste, hallucinerait beaucoup trop. Et donc c'est cette mise les uns après les autres de ces blocs relevants qui fait qu'au final, on peut utiliser des solutions validées, déjà publiées, déjà... Oui, parce qu'en fait, en réalité, on peut utiliser n'importe quel outil qui n'est pas connecté en fait à Internet. Tout à l'heure, je parlais en fait je prends une photo en fait d'une radio et donc l'appareil, déjà les Timon, il faut aller demander un CD pour avoir juste les résultats du IRM. Là, en fait, juste je prends la photo et puis en fait, il peut me faire une analyse et peut-être qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus pertinents pour ça. Par exemple, dans le podcast de Magic Brain, j'ai parlé de MedTrax, qui est en fait un outil qui permet d'analyser en fait des radios de poumons et qui le fait très très bien. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, c'est pas l'histoire que l'IA réponde directement, c'est de pouvoir utiliser les outils que vous avez déjà, pouvoir exporter des informations et après, en fait, de se servir de l'IA pour pouvoir faire de l'agrégation, pour avoir une information qui est pertinente. Il y a certains outils d'IA maintenant, comme Claude, que vous avez entendu, qui relient directement à des données bibliographiques scientifiques. Donc, est-ce que vous utilisez aussi ce type de choses, ce type de nouveaux outils IA autres que ChatGPT? Oui, non, mais justement, en fait, Claude, c'est la partie justement qui permet de faire le vibe coding que j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, en fait, et de ce que vient de dire en fait Sandrine, c'est de pouvoir connecter en fait à d'autres outils. Il y a un protocole donc qui a été fait par Anthropic, c'est eux qui sont derrière Claude, qui s'appelle le MCP. C'est de pouvoir dire, en fait, vous avez des applications qui sont en API, sauf qu'en fait, ils disent pas à quoi ils servent, etc. Là, en fait, le MCP, c'est un protocole standardisé pour dire, ben voilà, moi, je suis spécialisé dans cette tâche-là, et voilà comment on peut appeler mes fonctionnalités. Et du coup, en fait, on peut créer des agents IA qui vont dire, tiens, en fait, si je dois faire voilà mon point de départ, voilà mon point d'arrivée, quels sont les outils que je dois utiliser. Donc du coup en fait il va aller piocher dans les MCP l'outil qui est le plus adapté et puis après en fait sortir une réponse qui sera beaucoup plus pertinente. Moi, j'ai une dernière question. Tu parles de prototype. Aujourd'hui, si je suis chercheur et je veux faire un podcast, je t'envoie mon papier, ça marche ou il te manque une étape?
Il me manque du financement. En réalité, merci, merci Denis parce que il a commencé à amorcer en fait, à me donner un petit peu des sous pour pouvoir utiliser. Je les ai pas encore utilisés du tout. Là, tout ce que je fais, c'est sur mon temps personnel avec ce que je gagne de la CAF avec mon AJPP. Mais oui, donc derrière, en fait, j'ai besoin en fait d'avoir du financement parce que pour mettre en place en fait des solutions qui sont pérennes et surtout sur lesquelles vous avez beaucoup des grosses données, il faut pouvoir payer ce qu'on appelle des tokens en fait, donc les réponses en fait des IA. Et, là, pour l'instant, en fait, je suis pas encore équipé pour pouvoir répondre à de la demande en fait de gros trucs. Par contre, pour prototyper ça, je peux très très bien le faire. Donc les prototypes marchent et il manque les abonnements pour lancer. Voilà. Merci. Une autre question? D'autres questions, allez-y. S'il y a d'autres questions, effectivement. Hein. Le timing. Parfait. On est bon. Une autre petite question. Pour ceux qui ont l'habitude de lancer des recherches cancéropole. Clara. Ah ouais. Ouais, l'équipement des outils à disposition via la cancéropole, ça serait peut-être des choses intéressantes. On a discuté un peu hier et c'était intéressant de voir la présentation. C'est vrai que il y a tellement de choses qui se passent là en ce moment que je pense que c'est ça, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir l'état de ce qui se fait un peu partout. Il y a des initiatives privées comme la vôtre, il y a des initiatives de gros centres de mathématiciens et on a la chance d'avoir l'INRIA à Nice qui développe des projets. Alors souvent, c'est des mathématiciens qui connaissent pas forcément... Enfin, voilà, qui sont dans une démarche de travailler avec des scientifiques, des médecins, et qui ont cette vraie volonté. Donc là, c'est aussi un champ je suis en train de m'approprier un peu. Il y a des démarches aussi de cliniciens qui travaillent avec d'autres informaticiens. Donc il y a aussi toute une démarche nationale qui concerne les entrepôts de données de santé, savoir comment au niveau national on peut... donc en fait là c'est sûr qu'on est dans une démarche où c'est important de connaître toutes les initiatives et de voir comment on peut rapprocher et faire en sorte que les gens mutualisent leurs forces. C'est pour ça en fait que je parle plutôt de méthodologie, en fait de comment en fait on utilise les IA pour pas que ça fasse n'importe quoi. Et là par exemple vous parliez en fait d'entrepôt de données. Donc moi en fait j'ai bossé en fait pour FreePro. En fait c'est moi qui ai mis en place tout la structuration pour le support. Et à un moment donné, donc la question en fait de l'IA se posait parce qu'en fait il y avait une partie donc HDS, c'est-à-dire hébergement de données de santé. Et après, bon, on voit que, par exemple, pendant le Covid, on est passé direct chez les Américains en solution, alors qu'en fait, on a spécifiquement, on a des serveurs pour héberger des données de santé. Donc oui, il y a beaucoup d'acteurs. Et du coup, en fait, moi, ce que je propose, c'est juste de former, en fait, à minima à l'utilisation donc des IA pour pas que en fait ils fassent n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire en fait chacun va utiliser si j'utilise avec un compte gratuit ChatGPT, je vais pas avoir exactement les mêmes résultats que si je prends l'abonnement à 200. Si vous prenez l'abonnement à 200 et que là vous pouvez poser des questions scientifiques, vous verrez que de suite vous allez être à un autre niveau d'information. En plus, ChatGPT, du coup, en fait, ils ont aussi donc une partie ChatGPT sur lequel un utilisateur peut se connecter avec son Apple Watch et tout ça et poser des questions. Mais ça passe aussi par des API qui, elles, sont connectées donc du coup avec des données une IA de santé qui va être un petit peu plus précise parce qu'ils sont allés récupérer le genre de données que vous utilisez. Après, moi, je suis
agnostique de la solution. Pour moi, c'est juste quel est le bon outil qui doit se connecter pour la bonne pour le bon résultat en fait qu'on veut obtenir. Que ce soit français, que ce soit américain, moi je m'en fous. Moi, comme je disais, mon objectif, c'est que mon enfant, en fait, s'il rechute, vous ayez assez avancé pour trouver une solution. Parce que je pense qu'il y a un point important aussi quand on travaille dans le cadre de la démocratie sanitaire, on est tous amenés à faire ça et donc on a un comité consultatif de patients et de représentants de patients avec lequel on travaille. Et je pense qu'il y a aussi une question que j'entends beaucoup venant justement de ces patients ou familles, c'est qu'est-ce qu'on met comme info sur ces outils, puisque c'est quand même des données confidentielles, médicales. Et donc, j'entends aussi beaucoup de questionnements de la part de ces familles sur, sur ce point. Sur les données personnelles, je vais vous expliquer. Donc, il y a eu le registre de cancérologie qui est en train d'être monté. J'ai assisté en fait à la visio et 3/4 du temps, enfin un tiers du temps qui a été alloué pour expliquer comment allaient être gérées les données de santé, ça a été l'RGPD. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent donc récupérer toutes les données qui ont été déjà en fait faites par les centres régionaux. Ça représente que 25% de toute la France. Donc on voit qu'il y a un gros trou dans la raquette. Et la possibilité donc du coup pour des patients de dire je ne veux pas rentrer je veux pas que mes informations soient dedans. Ils ont réussi à avoir une dérogation pendant 2 ans pour avoir toutes les informations. Et après, à la 3e année, les gens peuvent continuer de dire je ne veux pas être dedans. Et là, du coup, ils expliquent de comment en fait ils vont reconstituer à partir des questions pour retrouver quelle est la personne qui a eu tel type de cancer, par exemple. Exactement, la personne. Vous voyez, donc s'ils arrivent à faire ça, et que moi, avec l'IA, juste en connectant ça, en récupérant leur profil Facebook ou autre, je suis capable de reconstituer ça, même sans tout ça. Donc aujourd'hui, on est là avec de la RGPD, là où les IA, justement, elles permettent de connecter toutes ces informations. Et c'est comme ça que vous aussi, en science, vous avancez, parce que vous allez dire, tiens, en fait, on a des jeux de données qui sont dans ce pays-là, qui sont pas appareillés avec notre méthode, et vous allez faire, communiquer pour pouvoir avoir, comment il s'appelle, un format commun pour récupérer les informations et pour pouvoir après les analyser. Donc, le RGPD, de la manière dont c'est fait, en plus, il faut savoir que pour pouvoir dire je sors de cette base, ça ne va pas se faire au niveau local, ça va être une application qui sera sur le site de l'Europe pour pouvoir dire tiens, en fait, je vais supprimer les informations. À l'Europe, ils ne savent déjà pas comment en fait, ils vont interdire les smartphones pour les enfants, pour pouvoir... donc, sur cette partie-là, de pouvoir dire je veux sortir de l'étude, il faut attendre que le site de l'Europe soit fait, ils n'ont même pas encore commencé, quoi. Donc, vos données de cancérologie, là, qui sont en train de faire, vous les aurez dans 2 ans. Qu'est-ce qui se passe en 2 ans Comment ça va vous servir à vous alors que le recueillement en fait, des infos, ça va prendre 6 mois. On a vraiment en fait un décalage en fait.